Bonjour, je suis Dr Samir Ben Osman et dans cette vidéo, on va parler des principes de l'histoire. Donc l'histoire, c'est l'étude des relations causales entre les événements passés et leur influence sur les événements présents. Donc le mot histoire, il vient du grec historia qui signifie information ou enquête pour élucider la vérité. Donc elle a deux objectifs. Le premier, c'est de comprendre comment la vie humaine actuelle est devenue ce qu'elle est. Et le deuxième, c'est d'apprendre des erreurs du passé pour les éviter et des idées brillantes pour les réutiliser. Et pour cela, pour savoir ce qui s'est passé dans l'histoire, on a besoin de sources et de preuves. Donc quels sont les types de sources et de preuves qu'on a de l'histoire? Donc déjà, on a les documents, qui sont des documents écrits, comme vous pouvez voir ici, un document cunéiforme qui a été fait sur de l'argile, ou un document écrit par l'Empire ottoman, où on peut avoir des objets, tels que des artefacts, des restes de bâtiments, des photographies, des peintures, etc. Mais il y a aussi une troisième source dont les gens ne prêtent pas beaucoup attention, c'est la mémoire orale, les traditions orales. Et donc toutes ces sources-là, elles vont être utilisées pour reconstruire l'histoire. Mais parce que cette histoire, elle va avoir un impact sur la façon dont le présent des gens et des civilisations est évalué, l'histoire est souvent subjective et parfois manipulée par la suppression sélective de certaines sources ou certaines preuves, ou l'utilisation de preuves douteuses, ou l'interprétation biaisée des événements, soit par l'exagération ou la minimisation, etc. Et tout c'est ce qu'on appelle de la propagande. Et donc il faut se méfier des faits historiques et chercher si les sources corroborent ce que l'historien dit ou pas. Donc, comment les groupes humains ont évolué le long de l'histoire? Donc quels sont les principes qui vont gouverner les groupes humains? Déjà, les groupes humains, ils s'organisent en groupe pour mieux utiliser les ressources rares et les défendre contre les autres groupes, les ressources rares qui sont dans leur géographie. Et donc la propension et la durée de vie du groupe, elle est dictée par l'environnement dont on vient de parler, mais aussi la capacité du groupe à exploiter cet environnement et la capacité de ce groupe à travailler efficacement en tant que groupe. Donc on va parler déjà de l'environnement. Donc l'environnement, il peut soit faciliter, soit rendre difficile la capacité des hommes à s'établir et à accroître leur présence dans une zone géographique donnée. Et donc il peut changer avec le temps avec ce qu'on appelle les facilitateurs et les inhibiteurs. Donc parmi les facilitateurs, on va avoir le climat favorable, l'eau douce, les terres arables, la disponibilité des matières premières, etc. Et parmi les facteurs inhibiteurs, on peut avoir les catastrophes naturelles, un climat et une terre aride, un manque de nourriture, de matières premières, des épidémies, etc. Et donc après ça, on a la capacité à exploiter l'environnement. Et qui peut être faite par le développement de techniques ou de technologies pour utiliser des facilitateurs environnement autrement difficiles à utiliser, ou pour se protéger contre les inhibiteurs, etc. Et le troisième facteur qui influence les groupes humains, c'est la capacité à travailler en groupe. Capacité qui est motivée par la croyance de ce groupe en une idéologie commune, et donc ils doivent travailler ensemble pour être plus forts, et à l'accumulation de la culture à laquelle ce groupe va s'identifier, qui va devenir l'identité de ce groupe. L'identité commune, elle peut être soit volontairement adoptée par les personnes de ce groupe, ou elle peut être imposée par d'autres groupes humains, dans ce qu'on appelle par exemple l'esclavagisme. Donc, comment ces groupes humains vont interagir entre eux? La plupart des groupes qui sont organisés, ils vont accroître leur capacité à apprivoiser leur environnement, ainsi que leur pouvoir. Et au fur et à mesure que des groupes adjacents vont se former, ils vont soit collaborer ensemble, donc s'ils ont des ressources et des capacités complémentaires, ou se faire la compétition lorsque les groupes ont des ressources et des capacités similaires. Et d'ailleurs, la collaboration et la compétition peuvent coexister.
C'est-à-dire que parfois ils ont des ressources complémentaires, parfois ils ont des ressources similaires, et donc dans certains secteurs ils vont faire collaborer, dans d'autres ils vont faire de la compétition, et ainsi de suite. Et donc cela peut durer longtemps tant qu'il y a un respect mutuel de qui a droit à quoi parmi ces deux groupes. Jusqu'à ce que l'un d'entre eux décide qu'il doit avoir plus que ce qu'il a maintenant. Et donc il va soit essayer de, entre guillemets, tricher dans sa collaboration en essayant de voler des ressources ou des capacités, ou ce qui va monter en tension pour aller jusqu'à la guerre. Et donc les guerres, elles ont deux conditions de maintien et de commencement. C'est la capacité à faire la guerre, c'est la capacité à lever une armée, à l'armée, etc. Et la financer, et aussi l'intention d'utiliser la force. Et un groupe, il va avoir l'intention d'utiliser la force s'il estime qu'il est probable qu'il soit victorieux. Et donc, si ces deux conditions sont maintenues, ben, il y aura toujours de la guerre jusqu'à ce qu'une de ces conditions ne soit plus maintenue, auquel cas la guerre va s'arrêter et les deux groupes ils vont négocier des termes de paix. Or, ces termes de paix, ils sont quasiment toujours favorables au plus puissant, celui qui a gagné la guerre. Et du coup, quand ces rapports de force vont changer avec le temps, ou avec des changements de l'environnement ou des tournants de l'histoire, ben ces termes ils vont être inévitablement remis en cause par le groupe qui s'est senti lésé. Et si ce groupe-là il a un pouvoir croissant, ben il va entre guillemets challenger ces règles. Donc les guerres, bien sûr, elles vont prendre un lourd tribut sur les vies humaines ainsi que sur les ressources. Et donc, les dirigeants, ils doivent les justifier d'une manière ou d'une autre auprès de leur groupe pour les maintenir. Et donc, ils peuvent citer la protection de leurs ressources ou de leur idéologie, qui bien sûr, ils vont estimer être supérieure à celle de l'autre groupe, etc. Et donc, pour y parvenir, les dirigeants de ce groupe, ils vont, notamment du groupe puissant, ils vont recourir à la propagande, encore une fois, pour convaincre leur peuple de leur supériorité et ou de l'infériorité du groupe opposé, que ce soit en mentalité ou en ressources ou etc. Et donc, quelles sont les causes qui peuvent changer le cours de l'histoire? Parce qu'on a dit que ces choses-là peuvent changer parce qu'il y a des événements qui vont être des tournants d'histoire. Donc aucun groupe ne va régner éternellement parce que les environnements vont changer, parce que d'autres groupes ils vont découvrir des technologies qui vont changer la donne, ou parce que les idéologies vont changer et de nouvelles idéologies vont apparaître. Par conséquent, les événements significatifs dans ces trois catégories-là, l'environnement, la technologie et l'idéologie, ils ont provoqué des événements et des tournants majeurs dans l'histoire humaine. Ces changements, ils peuvent prendre des siècles ou des années à matérialiser en fonction de la rapidité de ce changement. Donc on va citer quelques exemples dans chacun de cela pour illustrer leur impact sur l'histoire humaine. Donc pour l'environnement, on peut commencer par la fin de la dernière période glaciaire qui s'est fait il y a à peu près 20 000 ans et qui a provoqué des conditions humaines favorables, c'est-à-dire des conditions humides, une terre fertile en Mésopotamie, c'est-à-dire la Syrie et l'Irak actuel, Syrie, Jordanie, Palestine, tout ça c'est la Mésopotamie. Ça a aussi conduit à la formation de lacs d'eau douce dans l'hémisphère nord, ce qui a favorisé la migration des groupes humains vers ces endroits-là et l'expansion dans ces endroits-là. Deuxième effet environnemental qui était un tournant dans l'histoire, c'est la première peste bubonique qui a commencé en l'an 540 et puis qui a duré 2 siècles. Et en fait, elle est due à une bactérie qui s'appelle Yersinia pestis qui cause la peste. Et en fait, cette bactérie, elle vit chez les rongeurs, mais elle ne les atteint pas, donc c'est des vecteurs. Et donc ces rongeurs, ils ont toujours eu la maladie, mais ils ont toujours été maintenus à des niveaux entre guillemets acceptables par leurs prédateurs. Or, il y a eu une grave sécheresse en Égypte en l'an 540 qui a tué les cultures et qui a tué les prédateurs qui se cachaient dans ces cultures-là et ces prédateurs qui mangeaient les rongeurs. Et donc les rongeurs se sont multipliés de manière non contrôlée. Et puis après, ils se sont transportés eux-mêmes et leurs bactéries le long des bateaux
venant d'Égypte, et après se sont dispersés dans tout l'Empire romain oriental, qu'on appelle l'Empire byzantin. Et donc ça a causé l'épidémie bubonique, de peste bubonique, qui a causé 25 millions de morts au cours de la première vague, et après 50 millions de morts au cours des 2 siècles qui ont suivi. Et donc elle a épuisé la main-d'œuvre byzantine ainsi que les ressources de l'Empire, et a finalement conduit à son déclin. Autre facteur environnemental qui a été important, c'est la sécheresse d'Amérique centrale, qui a commencé à l'an 800 et qui a duré elle aussi 2 siècles, pendant laquelle les précipitations ont chuté de 70%. Donc ça a gravement affecté la civilisation maya, et qui, avec d'autres conflits, a entraîné son déclin. Autre facteur environnemental, et on va finir avec celui-là pour passer à d'autres facteurs, c'est la famine russe. Ce qui est connu dans l'histoire russe comme le temps des troubles, qui a commencé en 1601. Alors qu'est-ce qu'il y a eu en 1601? En fait, il y a eu une éruption volcanique massive au Pérou du volcan Huayna Putina, que vous pouvez voir à gauche dans cette photo. Et donc ce volcan, quand il a explosé de manière massive, il a éjecté d'énormes quantités de cendres dans la stratosphère, et il a ainsi bloqué toute la lumière du soleil sur le globe pendant longtemps, ce qui a conduit à la mort des récoltes, et ainsi de suite, jusqu'à conduire à une famine qui était particulièrement meurtrière en Russie, parce que ça a conduit à la mort d'à peu près 1/3 de la population russe. Et ça a aussi conduit indirectement à l'invasion de la Russie par la coalition polono-lituanienne, qui elle aussi a conduit à la montée de la dynastie des Romanov en Russie, qui a régné en Russie jusqu'en 1917 pendant la révolution bolchevique. Donc on voit ici comment des changements environnementaux peuvent être des tournants majeurs dans l'histoire de l'humanité. Maintenant, prenons quelques exemples de technologies qui ont changé le cours de l'histoire. Déjà, l'invention de la fonderie, c'est-à-dire le processus d'extraction d'un métal de son minerai à l'aide d'une chaleur intense. Celui-là, il a été découvert en Mésopotamie. Mésopotamie qui est, encore une fois, la Syrie actuelle, l'Irak, la Jordanie et la Palestine. Et donc ça a permis aux gens de passer de l'âge de pierre à l'âge de bronze, et puis à l'âge de fer, et donc de permettre de produire des outils durables, forts, mais qui sont de toutes formes, et donc qui puissent accomplir plusieurs tâches. Et ça a donné naissance à de grandes civilisations en Mésopotamie, mais ailleurs. Autre tournant technologique de l'histoire, la production d'acier. Donc l'acier, c'est le fer plus un peu de carbone, et ça lui confère beaucoup de solidité. Donc l'acier a été connu pendant des siècles, donc c'est pas ça qui a été le tournant de l'histoire. Vous voyez ici par exemple l'exemple d'une épée arabe qui a été faite probablement vers l'an 1200-1100. Et donc en fait c'est fait à partir de la technique de dalmassage, c'est-à-dire que on fait fondre le métal, après on le laisse refroidir un peu, on le tape, après on le plie, on le réchauffe, on le tape, on le plie, etc. pour faire un millefeuille. Et ça donne des dessins comme ça de carbone qui donnent une grande rigidité à l'épée. D'ailleurs la technique de dalmassage, elle prend l'origine de son nom de la ville de Damas en Syrie. Et elle est toujours utilisée en fait, la technique de dalmassage. Mais en fait c'est pas ça qui a été le tournant de l'histoire. Le tournant de l'histoire a été quand un homme qui s'appelle Henry Bessemer en Angleterre, il a découvert une méthode économique de production à grande échelle de l'acier. Et en quoi ça c'est important? C'est parce que l'acier avec beaucoup plus de solidité a rendu possible l'invention et l'opération des machines qui marchent à la vapeur d'eau. Et donc de toutes les machines à vapeur. Parce que la vapeur, elle a trop de pression, elle peut casser les métaux. Mais l'acier, il peut résister. Et donc ça a donné naissance à toute la révolution industrielle, qui indirectement a conduit les pays qui ont maîtrisé cette métallurgie à développer assez d'armes et assez de technologies pour aller conquérir et coloniser des pays qui n'avaient pas encore maîtrisé la métallurgie. Donc ça a conduit, comme un effet secondaire on va dire, à un grand drame dans la civilisation humaine qui est la colonisation. D'autres changements technologiques, on peut citer bien sûr la découverte de l'électricité qui a changé l'économie, parce que plus d'éclairage veut dire plus d'heures de travail,
Et plus de machines électriques veut dire plus d'efficacité de production. Ça a aussi ouvert aux télécommunications. Et donc ça aussi, bien sûr, les machines électriques sont devenues des machines ménagères. Donc ça a réduit le temps que les femmes passaient à faire les tâches ménagères. Donc ça les a libérées pour qu'elles aillent dans le marché du travail, avec bien sûr d'autres facteurs, et ainsi de suite. Donc l'invention de l'électricité a eu un impact majeur et un point tournant dans l'histoire de l'humanité. Autre tournant technologique, et on va finir sur ce tournant pour passer à l'idéologie, c'est l'invention du transistor en 1947. Et en fait, le transistor, c'est un composant électronique qui peut contrôler, qui peut réguler, qui peut amplifier des signaux électriques. Et donc ça, c'est devenu le principal composant de la révolution électronique, de faire des circuits électroniques, qui eux-mêmes ont conduit à l'invention des ordinateurs, qui eux-mêmes ont conduit à l'invention de l'informatique et de la robotique, et donc de l'ère de l'information. Et d'ailleurs, nous, on est en plein dans le début de l'ère de l'information. Donc celle-là, elle va dominer, c'est un point tournant de l'histoire qui va dominer l'histoire dans les années et décennies et probablement les siècles à venir. Autre type de changements qui peuvent être des points tournants de l'histoire, ben, les idéologies. Et donc, les idéologies, on peut citer deux parties de l'idéologie. Déjà, les religions, qui ont façonné la façon dont les groupes humains se conforment et adorent Dieu ou des dieux, soit indirectement par le biais de prêtres, comme le catholicisme ou l'hindouisme ou les religions animiques, ou directement sans intermédiaire, comme dans l'islam ou dans le protestantisme. Et ainsi, en fait, elles ont dicté des dynamiques sociales et politiques très différentes et ont résulté à plusieurs tournants de l'histoire. Aussi, on peut citer des idéologies politiques telles que l'avènement du communisme ou du capitalisme ou du nazisme, qui ont eux aussi façonné l'identité de grands groupes et qui ont conduit à des événements et des tournants majeurs dans l'histoire, y compris des guerres mondiales. Et avec ça, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo sur les principes de l'histoire. J'apprécie vos commentaires et je vous vois dans la prochaine vidéo sur la politique et les sciences politiques.